Mercredi, jour idéal pour se détendre, apprendre et faire des rencontres exceptionnelles sur le plateau de C'est Midi. Bonjour et bon midi, mesdames et messieurs. On a du programme pour vous aujourd'hui. Sciences, culture, charité, cinéma, lifestyle, coulisses d'événements. Welcome à notre très cher public constitué de l'Académie des arts martiaux chinois pour l'Afrique et des jeunes intellects émergents. Merci beaucoup de participer à ce programme. On a du bonheur à vous avoir en notre compagnie. Et puis, vous savez, cette émission a toujours en effet un impact spécial, semaine après semaine. Le 16 avril 2018, Segano et Mariam Djafoul, web humoriste que nous aimons tant, nous faisaient une belle visite sur le plateau de C'est Midi, un passage qui a eu ses effets immédiats. Et de lendemain, leur témoignage est dans le retour sur C'est Midi. Mariam Djafoul, alors Chouchou, bonjour, est-ce que tu djafoules à l'école? Est-ce que tu as de bons résultats scolaires? Oui. Il faut dire bien, est-ce que tu djafoules à l'école? Oui, j'ai djafoule. C'est tout. Après le passage de C'est Midi, ça nous a rendu grands. Quand je dis grand, je parle de notoriété, je parle de crédibilité. Parce que grâce à C'est Midi, nous sommes, on peut dire, allés un peu partout. Voilà, les prestations, les one-man shows. Mais on ne montait pas dans l'avion, mais on monte dans l'avion. Voilà, on ne montait pas d'avion, on a commencé à monter d'avion pour partir à Mans, au Calama. On montait dans le cas, quand nous fatiguait. On n'est pas les 1 million d'abonnés, qui a 1 million d'abonnés, c'est Ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Quand nous sommes venus à C'est Midi, on était à 10 000 abonnés. Voilà, mais jusqu'à présent, nous sommes à 1 million 100, beaucoup là-bas. Donc c'est déjà un exploit. Et voilà qui fait énormément plaisir. Toutes mes salutations à l'équipe autour de la table. On aura le temps de causer et explorer vos contenus ce mercredi avec toujours autant de bonheur. Mais là, tout de suite, je voudrais vous apporter une belle information. Le plus authentique, le plus vieux festival de Côte d'Ivoire, le Popo Carnaval, résonne pour sa 40e édition. C'est dans pas longtemps, du 5 au 18 avril 2021 à Beaunois. À cet effet, nous recevons une petite délégation conduite par des doyens, le docteur Mossoun Arsène et Papa Oli Ao, secrétaire général du Popo Carnaval, et conduite par le guide de la maison, docteur Philo. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci. Ouais, Bonjour docteur Philo, et bienvenue. JM, c'était un immense bonheur pour moi de recevoir le doyen. Et ça, c'est un plateau Popo. Alors, je suis en compagnie du docteur Monsou, qui est le secrétaire général du Popo Carnaval. Également en compagnie du doyen Nguessan, premier ébé. Quelle année? 1980. Le micro, s'il vous plaît. 1996. 1996. Alors déjà, c'est quoi un ébé selon la culture abourée? Ce qui est plus connu, c'est Bagnon. Donc, le hébé en abouré aussi, c'est le plus bel homme. D'accord. Voilà. Donc vous avez été le plus bel homme de cette année-là? C'est lui, c'est lui. Ah, plutôt. Il a été le plus bel homme. D'accord. Il a été le plus bel homme en 96. Et vraiment, il a marqué le Popo Carnaval à cette époque. Ok. Voilà. On est très heureux en tout cas de le recevoir sur ce plateau. Alors le Popo Carnaval, c'est tout en contenu de façon générale. Quelles sont les différentes activités qui marquent ce grand rendez-vous, très attendu d'ailleurs, de la culture ivoirienne? Il faut dire que le Popo Carnaval est une manifestation culturelle qui a débuté depuis les années 1972 à Beaunois. À l'origine, c'était une danse simple où les hommes s'habillaient du début jusqu'aux pieds, ils sont voilés.
Et aujourd'hui, le Popo Carnaval a pris des allures plus carnavalesques. Et nous, à cette manifestation culturelle, nous avons plusieurs faits coutumiers qui sont présentés. Et donc, cette année, nous avons plusieurs innovations que nous allons aborder tout à l'heure. D'accord. Avant les... Avant les innovations, de façon substantielle, c'est quoi le contenu du Popo Carnaval en termes d'animation de... Nous avons plusieurs activités, notamment des activités habituelles que nous faisons, telles que la retraite au flambeau. Vous savez, nous vivons chaque jour avec la lumière occidentale et ce jour-là, on permet aux populations d'économiser en éteignant toutes les lumières qui sont dans la ville. Et on se promène maintenant avec les flambeaux ou les lampes tempêtes pour se rappeler un peu de ce que nous vivions dans les temps anciens. Il y a également la journée des Miss. Depuis un certain temps, nous avions intégré également la jeune fille au niveau du Miss, du festival. Et la jeune fille en pays abouré, on appelle Atelupoué. Donc c'est un concours qui présente la jeune fille, pas dans sa beauté physique, mais dans sa beauté intellectuelle. Parce qu'au-delà de ça, la jeune fille va représenter Bonois. En plus de cela, nous avons aussi le concours Hébé, dont le premier Hébé est ici. C'est aussi une présentation des faits coutumier en pays abouré. Le hébé, ce n'est pas celui qui a une beauté physique non plus, mais c'est celui qui va présenter des faits tels que la pêche, tels que l'agriculture. Ça dit que c'est le travail qui est valorisé ici à travers la présentation des hébés. D'accord. D'accord. Agneau. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On aura le temps de... Merci beaucoup, docteur. On reviendra, bien sûr, à échanger avec vous pour d'autres points concernant ce rendez-vous très attendu. Le Popo Carnaval de Bonois, je précise, 40e édition. C'est un carnaval qui perdure, qui traverse le temps. Et il y a de quoi en tirer satisfaction. Allez, tout de suite, nous avons aussi quelques hébés sur le plateau, des beaux gosses. Voilà, ça ne manque pas. À ce midi, il était empêché la semaine dernière. Bon, on a finalement repéré le monsieur. Il a pris position maintenant pour vous servir. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'on a utilisé pour le repérer, mais il nous parlera en tout cas d'un système qui va dans ce sens et qui fait aujourd'hui, qui rend service à des millions de personnes à travers le monde. C'est le GPS. Bien sûr. Allez, bienvenue, très cher. Merci. Allez-y. Alhoussene Sidibé, c'est histoire et invention. La position est devenue un véritable jeu d'enfant, vous en convenez avec moi. Mais ce que je voulais savoir, connaissez-vous la signification des initiales GPS? Tour de table, personne? Localisation. D'accord. Bon, je vais arrêter de vous faire mariner. Ça signifie Global Positioning System. Une autre question qui... En français, pour ceux qui... Système de localisation mondiale, système de positionnement mondial. Alors, qui en est son inventrice? Parce que c'est une femme qui l'a inventé. Son nom, Gladys Mae West. Elle est née en 1930 en Virginie. Ce que je peux vous dire sur cette dame, c'est qu'elle a véritablement tout fait dans sa vie. Professeure de mathématiques, elle a travaillé en tant qu'informaticienne et mathématicienne pour le compte de l'armée américaine et de ses bases navales. Et c'est, pour la petite histoire, au cours de l'une de ses missions que lui vient l'idée de mettre au point un système permettant de géolocaliser les navires américains. C'est une très belle idée parce que ça permet aux navires de ne pas, emprunter les eaux si vous voulez, je ne vais pas dire des ennemis, mais les eaux ou sinon les positions d'autres pays. Parce que, comment? Je disais du camp adverse. Du camp adverse, ça c'est quand on est en guerre. Mais c'est vu comme une attaque lorsque les navires d'un pays franchissent le territoire, sinon la passerelle d'un autre pays. C'est vu comme une attaque et donc quand vous ne vous retournez pas, en principe, l'attaque est
rapidement, on riposte rapidement. Et donc, elle invente dans les années 70 le IBM 7030, un super ordinateur permettant de récupérer les données des satellites, parce que c'est comme ça qu'on trouve la position d'un navire, d'un endroit, d'une personne. On récupère les positions, sinon les données que les satellites mettent à disposition. Et cet ordinateur permettait de calculer ces données, sinon de trouver ressortir des données permettant de positionner, donc de géolocaliser. Donc avec son invention, avec cette idée, avec son procédé, elle lance les bases du système de géolocalisation qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, quand je faisais mes recherches, je me suis demandé, mais dis donc, et on en parlait avec Paula tout à l'heure quand on était en off, qui fait la voix des GPS de nos téléphones? Je ne sais pas. J'ai cherché. Au départ, je suis tombé sur un système français c'était une dame qui faisait la voix, et je vous promets qu'elle a la voix d'un robot, je n'ai pas compris. Mais pour le système de Google Maps que nous utilisons tous, c'est une voix synthétique, une voix de synthèse, donc c'est une voix qu'on règle à la machine. Maintenant, j'ai une vanne à placer parce que je voulais forcément placer cette vanne. Je me suis dit, mais en vrai, la dame, c'est pas pour une histoire de couple. En vrai, c'est qu'elle est obligée. En vrai, la dame, elle a pensé à ce système pour savoir où se cachaient ses créanciers, où se cachait son mari, ses enfants, pour avoir la position de tout le monde. Alors, petit conseil pour les hommes, et ça, je vous le dis, je l'ai testé, ça fonctionne. Ce qu'on oublie, c'est qu'avec nos smartphones, lorsqu'on est toujours connecté lorsqu'on active toujours notre 3G, notre localisation, Google enregistre. Et donc, s'il y a un petit malin derrière qui s'est bidouillé, on peut vous retracer depuis la maison et passer par toutes les destinations par lesquelles vous êtes passé. Donc, pensez de temps en temps à vous déconnecter, donc à déconnecter le GPS et ensuite à le reconnecter pour essayer de refaire la mise à jour, sinon de brouiller vos différentes destinations, sinon vos différents passages. Ça, c'est une astuce parce que si vous ne le faites pas, s'il y a un petit malin à côté, il peut vraiment vous remonter à la trace. Est-ce que monsieur même est jaloux? Petit malin. Après, c'est parce que je n'ai pas envie de mettre le doigt sur le problème. Sinon, anecdote pour anecdote, j'ai une amie qui savait où son mari passait tout le temps. Et pour preuve, elle lui envoyait une capture d'écran. Quand il est dans un restaurant, je sais qu'il est dans tel restaurant, elle lui envoie une capture d'écran. C'était quoi sa technique pour y arriver? La technique, c'est la technique du GPS avec Google Maps. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais la dire. J'apprécie que certaines femmes installent de façon très discrète des petites applications sur les téléphones de leur conjoint pour mieux les suivre, tracer les appels, les textos et tout ça. C'est un manque de confiance. C'est plus pour les messages, moi je sais, pour WhatsApp. Tu as déjà. Comme ça, quand on envoie le message au gars, c'est toi qui reçois. Maintenant, quand on a trouvé là, on fait quoi? Personne ne reçoit. Ouais. Non, vous recevez en même temps, pas avant, hein, vous recevez en même temps en fait. Non, mais toi tu vois en fait, en même temps que lui, il reçoit le message, toi tu reçois. Ça c'est pourquoi. Donc tu as le temps de lire et tout ça. Et c'est pareil pour la position de l'individu. Alors, je n'ai pas dit que je fais ça, je dis que c'est ce que je sais. On dirait que, vu comment vous en parlez, on dirait que c'est ce que vous faites. Non, c'est ce que je sais, mais c'est pas ce que je fais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en reparler en off. Merci. On se dit au revoir, on se retrouve la semaine prochaine pour vous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Aloucène, vous allez nous rappeler le nom de cette inventrice dont il faut préciser le nom de cette inventrice? Le nom de l'inventrice, elle s'appelle Gladys Mae West. Voilà, une noire. Une afro-américaine. Il n'y a pas que les blancs qui inventent. Merci beaucoup. Alors Riz, est-ce que vous avez parfois besoin de GPS pour localiser ces grandes âmes qui embellissent le quotidien des personnes? Généralement, on n'a pas trop besoin de GPS. Pour ce cas, on se retrouve sur Facebook ou sur Internet, on se donne des numéros et puis voilà. D'accord. Mais lorsque vous prenez rendez-vous et que vous devez rendre à leur bureau là, ou à leur siège... Là, par contre, c'est très important. Le GPS, ça facilite la tâche. Au lieu d'écouter les indications du genre derrière l'Atlantique qui vend à locaux ou bien un truc comme ça. On va direct là, quoi. Voilà. D'accord. Ça vous change dans le style aujourd'hui, avec le chapeau un peu en mode planteur de... Voilà. Merci. Voilà. Aux députés, ah ouais. Non mais ils sont riches aussi, les planteurs, les cacaoculteurs. D'accord, allez, welcome. Et puis tout de suite pour vous. Rizian, c'est famille.
Alors, salut à toutes et à tous. Désormais, vous connaissez la chronique, c'est solidarité, amour, partage, entraide. Et aujourd'hui aussi, nous sommes allés, encore une fois, en immersion totale dans le vécu des Ivoiriens. Et nous avons rencontré la responsable de l'ONG Adorad. Adorad, c'est la promotion de l'autosuffisance alimentaire à travers la culture hors sol. Et c'est dans cet élément. Allez, on y va. Je suis Laure Isabelle Kofi. Je suis la présidente de l'ONG Adorad. Adorable ou Adorad? Adorad, comme adoration. C'est juste un jeu de mots artistique. Voilà. En tout cas, c'est vraiment beau. Alors, parlez-nous un peu de votre ONG Adorad. Adorad est une ONG qui a pour objectif de prendre en charge toutes les personnes en détresse, que ce soit une détresse morale, matérielle, physique. Nous essayons de faire de notre mieux pour soulager le mal des personnes vulnérables. Généralement, ce sont les mêmes missions pour toutes les ONG. Qu'est-ce qui vous démarque réellement des autres? Ce qui fait la différence au niveau d'Adorad, c'est que nous œuvrons plus dans les régions de l'intérieur, les villages et villes de l'intérieur du pays. Là, c'est la cible principale d'Adorad, soutenir les personnes qui avaient été affectées par les événements douloureux. Donc, on leur a apporté notre compassion, nos conseils. On leur a fait des dons en vivre et en non-vivre au niveau de Toumoudi. Au niveau de la zone de Adiaké, Yaou, Samo, on a essayé d'aller au-devant des nouvelles moments dans les maternités. Pourquoi la Banque du Cœur? Parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup d'amour à partager. Apporter du pain à quelqu'un qui n'en a pas, c'est de l'amour. Acheter un médicament pour quelqu'un qui est malade, c'est de l'amour. Apporter du réconfort à quelqu'un qui est en détresse, lui parler, lui donner des conseils, c'est de l'amour. C'est de là qu'est partie notre volonté de mettre sur place la Banque du Cœur. En fait, qui est une banque humanitaire. Quels sont vos projets pour cette année 2020? Nous commencerons cette année par le dîner gala de charité que nous organisons. Ce sera l'occasion pour nous de déballer, de dérouler tout notre planning d'activités pour 2021. Ça sera pour nous l'occasion de collecter des vivres, des non-vivres, de l'argent pour prendre en charge déjà les premiers dossiers qui nous sont soumis. Voilà. Donc au cours de ce dîner, on aura du spectacle avec des artistes qui nous accompagnent sur le projet de la Banque humanitaire. Je voudrais saisir l'occasion que me donnent ces familles aujourd'hui pour lancer un appel à toutes les personnes sensibles à la cause humanitaire et sociale. Venez faire parler votre cœur. Voilà, Jean-Michel et très chers téléspectateurs, c'était la mission pour aujourd'hui et on espère que vous pensez à faire du bien autour de vous. À la semaine prochaine. Allez, merci beaucoup, Riziaon. L'autosuffisance alimentaire, c'est un point assez important que vous avez abordé dans votre travail. Et ne pas pouvoir se sustenter ou se nourrir suffisamment pourrait mettre en danger la santé, par ricochet la vie. Donc il est très urgent d'agir. Voilà. Et l'action fait le héros, comme on trouve au cinéma. Le milieu a fêté ses meilleurs, les a récompensés, les a honorés. C'était le samedi dernier, la deuxième cuvée ou deuxième édition de la Nissa. Andrea était dans les coulisses pour nous rapporter quelques petites infos. Paula Gouré, c'est ciné, c'est média. Le samedi dernier, comme Jean-Michel l'a dit, c'est tenu la deuxième édition. Merci beaucoup, accueil chaleureux. Alors, je disais, comme Jean-Michel l'a dit tout à l'heure, le samedi dernier s'est tenue la deuxième édition de la Nissa, entendez par là la nuit ivoirienne du 7e art et désormais de l'audiovisuel. L'audiovisuel s'ajoute donc. Okay. Donc, cette cérémonie qui vise à encourager et récompenser les acteurs ivoiriens a eu lieu au Sofitel Hôtel Ivoire, voilà, sous le thème Afro-Chic. Il ne faut pas oublier aussi les réalisateurs et les professionnels du métier. Bon, quand je dis acteurs, ce n'est pas en termes de comment je vais dire, de acteurs de film, acteurs du cinéma, à proprement parler. Bon, fallait la précision. Merci, je rectifie. Donc, des acteurs du cinéma, à proprement dit. Donc, il y a tous les corps de métier dans le cinéma. Donc, les acteurs du milieu, alors, ont répondu présent. Voilà, ils ont tous respecté le thème qui était afro-chic, original et élégant. On a eu une pléthore d'invités, tout s'est bien passé. Donc, moi, je vais vous donner la liste de quelques lauréats. Le meilleur scénario original série a été remporté par Guelaté Casimir. Meilleure interprétation masculine, long métrage, Angérique Nguessan. Meilleure interprétation féminine, série, Marie-Josée Néné. Meilleure interprétation masculine, série, Bomba Bakari. Et le long métrage Résolution a remporté 5 trophées. Monsieur,
5 trophées. Le Nissa d'or a donc été dédié à M. Idriss Diabaté pour son documentaire Éloge des 1000. Je ne saurais terminer cette petite liste-là sans parler du trophée C'est Midi. Oui, C'est Midi a eu un trophée par le biais de notre consoeur et collègue Jessica Bamba qui a remporté le prix du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune du meilleur espoir. Donc, la liste complète est disponible sur les différents réseaux sociaux et le site officiel de la NISA. Moi, je tiens à encourager... C'est bien de le dire. Bah ouais, je ne peux pas donner toute la... On va pas s'en sortir parce qu'il y avait pas mal de nommés. Donc, la liste officielle est disponible sur les différents réseaux sociaux. Moi, je tiens à encourager cette initiative qui a sa 2e édition et qui s'améliore, ce qui lui a valu une retransmission en direct. Parlant d'amélioration, quelles ont été les innovations de cette année? Alors, cette année, déjà, la cérémonie ne s'est pas faite dans une petite salle comme l'année précédente, on va dire. C'était quand même dans la salle de l'Hôtel Ivoire. Ensuite, au niveau des nominations, ils ont entré maintenant la catégorie meilleur scénario, la catégorie meilleur producteur. Enfin, ils ne se sont pas contentés, meilleur cadreur. Ils ne se sont pas contentés que des acteurs, comme on disait tout à l'heure, et des réalisateurs, mais ils ont essayé d'élargir un peu le truc. Donc, ouais, pour permettre à tous les professionnels de se retrouver. Mais c'est pas derrière la caméra, qui sont parfois oubliés aussi. Oubliés, mais c'est pas tout. On pense aussi au meilleur montage. Bon, peut-être que les autres années, les années à venir, ça va se faire. Voilà. Bon, la cérémonie s'est bien passée, mais comme vous savez, on ne peut pas s'arrêter seulement sur les bons côtés. On est obligé de parler des mauvais côtés. C'est notre travail. On est obligé de dire pour qu'ils s'améliorent. Alors, déjà, il y a eu quelques petits couacs au niveau de l'organisation. Déjà, la cérémonie devait débuter à 19h. Elle a commencé 2 heures plus tard. Dans la salle, ils n'ont pas respecté le port du masque, alors que nous sommes en pleine crise sanitaire. Franchement, j'aurais aimé que les organisateurs soient un peu plus pointilleux là-dessus. Ouais, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Au niveau de la cérémonie, il y a eu une grossière erreur parce que lors de la remise des prix de la meilleure interprétation féminine long métrage, c'est plutôt l'enveloppe de la meilleure interprétation série qui a été donnée, ce qui a créé un petit malaise dans la salle. La co-animatrice de Yves Dambela, qui était à sa première expérience, on va dire, et qui sans doute était sûrement stressée, a fait pas mal de gaffes lors de la cérémonie, tout ça. On ne parlera pas du DJ qui, lui, n'était pas très présent parce qu'il a fait attendre les artistes pendant un moment quand même. Bon, voilà, c'est des petites choses qui ont... Bon, heureusement que ça n'a pas gâché la cérémonie, mais en fait, on en parle pour qu'à l'avenir, on se sent un peu plus truc. Mais j'aimerais faire une mention spéciale à une dame qui a prêté sa chaussure à l'une des lauréates parce qu'elle partait prendre son trophée et malheureusement, sa chaussure s'est décollée. Et elle a décidé de lui prêter sa chaussure. Et ça, c'est trop chou. Donc, j'ai voulu en parler. Alors, c'est tout pour moi. La NISA n'est qu'à sa 2e édition. Comme je l'ai dit, c'est encore un bébé, donc c'est normal qu'il y ait des petits trucs et tout. Voilà. Je pense que l'année prochaine, ouais, ce sera meilleur. C'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine. OK. Merci beaucoup. Ça va? Ça va, merci. Super. Vous avez un sujet très intéressant à évoquer. Mais on va y aller à fond juste après le segment commercial sur RTI 1. Ça marche. De retour en plateau, on ouvre la 2e page de cette émission. Mesdames et messieurs, c'est midi en direct sur RTI 1. Merci de nous suivre. Direction le petit décor dédié au Popo Carnaval 2021, attendu du 5 au 18. Popo! Popo! Alors, Jean-Michel, le Popo Carnaval... C'est quoi déjà votre rôle dans la petite communauté je suis un invité, c'est vrai que je ne suis pas abouré. C'est vrai que le Popo Carnaval est ouvert à tous les peuples, toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Justement, j'allais demander au secrétaire général l'aspect économique du Popo Carnaval. On sait que les hôtels, les maquis, les restaurants, et même les jeunes filles, excusez-moi, ça c'est d'autres aspects. Alors, vous attendez à combien de personnes à cette 40e édition? Bon, pour l'aspect économique, il faut dire que depuis les années 73, lorsque le Popo a commencé, on avait peu d'infrastructures telles que les hôtels. Aujourd'hui, Bonois compte pratiquement près de 30 hôtels à cause du Popo Carnaval, avec à peu près de 500 lits lorsque nous faisons le décompte. Donc je pense que c'est un aspect très important qui est apparu dans le Popo. Et pendant le Popo également, toutes les femmes qui font le petit commerce, ces femmes-là, vraiment, elles sont très heureuses, tout simplement parce que leurs affaires vont marcher. Et donc, il y a également au niveau du transport. Au niveau du transport, il y a, dans la période du Popo Carnaval, plusieurs maisons qui se développent pour aller chercher les festivaliers,
et venir sur le festival. Donc, le transport est accru à ce niveau. Et vous faites tout marche à Bonois pendant le tout marche. Même les jeunes filles gagnent les foyers. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. C'est ça. On revient. Voilà, donc, Cassandra, vous êtes en train de causer avec notre cher ami Trek Bébé. Un peu dissipé. T'as pas osé. Si. Il y a une petite histoire, mais vous savez peut-être pas. Non. Quand je dis Trek Bébé, je sais pas. C'est quoi ça? Alors on veut Il y savoir. a une histoire avec. C'est pas normal. Tu veux leur expliquer? Oui, Merci. Cassandra, d'accord. De toute façon, on ne vous lâchera pas avec ça. Alors Jean-Michel, on est toujours dans la phase de prévention et aujourd'hui on va voir les 5 gestes pour secourir une personne inconsciente que vous retrouvez dans la rue, par exemple. Ok. Voilà. Après avoir fait quoi? Après avoir trop bu ou... Je ne sais pas Jean-Michel, mais en tout cas, nous, on a le devoir de sauver la personne. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Peu importe de quelle manière la personne est inconsciente. Oui. Cassandra à Samoa, c'est à savoir. Alors j'invite Docteur Philo. Voilà, on est dans la rue, on sort de soirée. Il y a une personne. Vous faites le mort, s'il vous plaît. Voilà. Bon, non, vous faites le mort, mais non, vous ne parlez pas. Vous faites le mort. J'ai donné l'origine, pas les morts, le mort quand même. Semblant d'être mort. S'il vous plaît. Ah, mais j'ai une Dans le coma. Mais Cassandra, alors la vidéo, on peut regarder la vidéo. Oui. Les anciens disent que c'est plus facile de réveiller quelqu'un qui dort que quelqu'un qui fait semblant de dormir. Alors, est-ce qu'on peut regarder la vidéo? C'est possible? Non, pas possible? Ok. Allez, alors, je demande... Alors, premièrement, voilà, vous trouvez une personne là qui est couchée. Philo, avance-toi un tout petit peu. On trouve la personne inconsciente. Premièrement, j'analyse la situation. Voilà, donc j'écarte tous les risques autour de la personne. Deuxièmement, je teste la conscience. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, non, il ne réagit pas. Alors, je vais dégager les voies aériennes. Vous ne tapotez pas un tout petit peu? Un tout petit peu, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ok. Voilà, donc... Ok, attendez, ça marche. Donc, voilà. Attendez, Cassandra, s'il vous plaît. Est-ce que, monsieur, juste derrière la caméra, vous pouvez bouger juste un tout petit peu comme ça? Voilà, je vais voir ce que Cassandra fait. C'est parfait. Donc, troisièmement, je libère les voies aériennes, c'est-à-dire cravate, col, tout ce qui pourrait empêcher la respiration. Ensuite, je vais tester la respiration. Je mets une main sur le front, les 2 doigts en dessous du menton et je pousse la tête vers le haut et je cherche une petite respiration. Là, j'en ai pas. Donc, à ce moment-là, je me trouve dans une situation où la personne respire, mais est inconsciente, donc dans un état agonique. Je prends sa main, je la mets, bon, elle reste comme ça. Je prends l'autre, je la cale sur ma paume. Je la mets sur sa joue. Je cale avec ma main. J'écarte ses jambes au préalable. Je soulève. Attention, il apporte un pagne, il ne faut pas être trop bec. Je soulève sa jambe et je la retourne doucement. Ensuite, je me libère, mais je m'appuie sur... Mais Philo, lâche sa main. Mais Philo, lâche-moi. Tu es censé être inconscient. Hein. Voilà. Ensuite, je recouvre ma victime pour ne pas qu'elle tombe en hypothermie, ce qui risquerait d'aggraver son état. Je surveille ma victime et j'appelle les secours. Et en attendant, j'essaie toujours de chercher une réaction. Oh, monsieur, vous faites pas de bouche à bouche? Non, non, non. Pas cette situation. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci. Allez, merci. J'ai une question. Pardon. Non, mais franchement, en sécurisme, on nous apprend aussi le bouche à bouche. Oui, mais c'est pas dans cette situation-là. Dans laquelle alors? Voilà, là, c'était les 5 premiers gestes. Attendez, j'ai une question par contre. Hein. Excusez-moi, j'étais très heureux de participer. Au fait, c'est le bouche à bouche, j'attends. Alors, franchement... Désormais, allez étaler vos lacunes, secourisme ailleurs. Merci. Voilà. J'attendais le bouche à bouche, franchement. Quelqu'un qui est inconscient. Grosse déception. Je veux savoir, Cassandra, j'aimerais savoir si, enfin, je ne sais pas où vous avez appris cela, mais s'il y a quelqu'un qui est intéressé, parce que je pense que tout le monde devrait être en mesure de pouvoir secourir quelqu'un d'inconscient, où est-ce qu'on peut apprendre ces différents gestes-là? Alors, je pense que les pompiers ont des formations. Je sais aussi que la Croix-Rouge, j'ai des formations aussi. Voilà, et donc après... Il y a aussi Internet, on peut commencer. Il y a aussi Internet, et voilà, sur YouTube. C'est un domaine, il faut faire des recherches. J'ai une question que je veux poser à tout le monde. Avec la Covid-19, est-ce que pour quelqu'un qui est en train de perdre la vie, faut-il faire le bouche à bouche?
dans cette situation-là? Ah, mais je vois pas, c'est une vie qui est en danger, Covid ou pas Covid. Ouais, Covid, c'est mieux de secourir. D'accord, merci pour la réponse. D'accord. Merci, on me dit dans les, voilà, dans les oreillettes que Paulus va s'en charger la semaine prochaine. La semaine prochaine. Par contre. Donc Polo, allez, prendre rétablissement et revient vite après cette période. Allez, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission cette fois-ci. Je ne sais pas si nos chers amis du Star System ont besoin d'être réanimés un tout petit peu. Est-ce qu'il y a de la tiédeur ou... Non? C'est très tiède. C'est tiède? D'accord, ok. Mais vous allez pimenter un peu le truc? Tout à l'heure. Ok, allez, merci beaucoup, Alissa. Alissa Zena Khalil, c'est Midi People. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une autre petite occasion de braisage. Comme je le disais, nous sommes très contents. Voilà, on triquite. Voilà, on bré-bré. Et c'est comme ça que ça se passe super bien. Alors, j'aimerais, au nom de toute l'équipe de ces midis, féliciter Suspect 95 qui a eu son concert il y a quelques temps, qui a fait un concert incroyable. Il a rempli la salle. Je veux aussi remercier la salle du Palais de la Culture de Trégy. Merci pour la précision. Merci beaucoup. Alors, remercier les artistes ivoiriens qui, depuis un certain moment, sont très solidaires. Qui sont très solidaires, qui participent aux publicités des concerts des autres, qui viennent même aux concerts, qui soutiennent leurs confrères. Franchement, félicitations. On avait le doyen à Salfo qui était à son concert, au concert de Suspect. On avait Didi B qui était là, on avait Kérosène, on avait plein d'artistes qui ont effectué les déplacements. Franchement, c'est beau à voir. C'est ce qu'on attend de nos artistes. Franchement, cette solidarité-là pour que tout se passe bien, pour que la musique ivoirienne soit portée très. Donc j'aimerais qu'on ovationne pour Suspect 4. Suspect 95 dit Célestin. Continuons et déposons nos valises au Nigeria, retrouver Davido et Chioma. Malheureusement, l'amour ne dure qu'un temps. Oui, malheureusement, l'amour ne dure qu'un temps. Selon plusieurs sites nigériens, ce serait la fin de ce couple emblématique. C'est dommage. Est-ce que ces sites-là ne racontent pas, ne parlent pas du break pour vendre? Plusieurs sites nigériens s'étaient amusés à annoncer cette rupture-là. C'est la 3e ou la 4e fois. Mais à plusieurs reprises, le couple a essayé de démentir. Davido a même porté plainte à plusieurs reprises aussi. Mais depuis cette annonce, personne ne se prononce au fait sur ce sujet. Ils sont peut-être fatigués de toujours devoir se défendre? Déjà, il ne poste plus de photos de sa copine. Ce qu'il faut savoir avec les réseaux sociaux, c'est que quand on décide d'afficher son couple, le jour qu'on arrête de s'afficher, les gens ils se posent des questions. Vu que c'est un couple tout feu, tout flamme, voilà, tout doit se faire sur les réseaux sociaux, tout doit être démontré. Donc, comprenez qu'on souffre du fait qu'il ne s'affiche plus. Comprenez qu'on cherche quelque chose à se mettre sous la dent. Bon, il faut préciser que Davido s'est installé définitivement aux États-Unis depuis plusieurs mois et Chioma réside encore au Nigeria. Bon, pour un couple qui est censé être ensemble, monsieur ne peut pas vivre à Logwale et madame va vivre à Gagnoua. Ça, c'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons professionnelles, Alissa? Parce que Davido, en ce moment, enchaîne la série de featuring et collaborations avec les artistes américains. Il est très sollicité aux États-Unis. Il y a peut-être raison de prendre une piole là-bas pour le temps de gérer les affaires. Je comprends parfaitement. Ce que je veux préciser, c'est que pendant plusieurs années, Chioma a fait une croix sur sa vie pour suivre Davido. Pourquoi ça ne serait pas le cas maintenant? Est-ce que y a de l'eau dans le gaz? Qu'est-ce qui se passe? Comment nous ça serait vraiment dommage au fait pour que ces deux-là se séparent parce que on a placé plein d'espoir en eux, franchement, parce que Chioma, excusez-moi, reprenez-vous s'il vous plaît, parce que en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que Chioma, c'est pas la bimbo de tous les jours, slim, qui vient d'une bonne famille et tout. C'est la goutte qu'on croise partout et tout. Donc on était content au fait de voir aujourd'hui une star au fait en couple avec une autre femme ordinaire, comme on le dirait, le commun de mortels l'appellerait une femme ordinaire. Et là, on a peur parce qu'on se dit, est-ce que les bimbos vont toujours gagner la bataille? On a peur, on s'inquiète pour nous, nous avons peur. Voilà, comprenez notre peur. Comprenez notre peur.
Dernière. Le dernier petit point, il s'agit de cette chaussure qui fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Voilà. Cette chaussure, l'artiste que vous voyez là, il s'appelle Lil Nas. Voilà, il a sorti une chaussure avec une goutte de sang, du sang humain. Voilà, à l'intérieur de les chaussures, avec un peu donc du coup, le petit truc rouge que vous voyez là, c'est du sang humain, notre sang à nous, au fait. Voilà, nous les humains. Et voilà, cette chaussure coûte 800 $, l'équivalent de 400 000 francs CFA. Et il a seulement créé 666 paires. Cette chaussure s'est vendue en moins d'1 minute sur sa plateforme. Mais le petit souci, c'est au niveau de la marque. Voilà. C'est cette marque qui ne reconnaît pas, au fait, cette collaboration-là, qui a même porté plainte. Voilà, donc le diable ne pourra pas s'habiller de cette marque, malheureusement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Alors, est-ce que vous nous dites le nom de la marque ou pas? Je ne pourrais pas, pour des raisons publicitaires, je n'ai pas le droit de dire le nom de la marque. Voilà. Il n'y a pas de souci, on Merci, respecte ça. je vous dis à la semaine prochaine. Après la pub, on revient pour recevoir notre invité dans le Je passe à C'est midi sur RTI 1. Je passe à C'est midi. Nous sommes de retour et vous êtes là, ça fait toujours un grand plaisir. Alla Sandrine Épouse Kouadio est présidente et cofondatrice de l'ONG WELL, entendez Women, entrepreneur et leader depuis 2009 et responsable régional du département en charge de la gestion des subventions dans une ONG internationale. Allez, nous recevons ici une dame engagée dans les domaines de l'éducation de la jeune fille, de l'art et de la culture et de l'agroalimentaire. Vos applaudissements s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour la recevoir. Merci beaucoup, cher public. Comme c'est sympathique. Madame Alla Sandrine Épouse Kouadio, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes titulaire d'un master en management des organisations et boursière du programme YALI. C'est cela. La mission de votre ONG depuis sa création, c'est bien entendu de lutter contre la pauvreté féminisée et militer en faveur de l'égalité des chances et de l'autonomisation de la femme. Déjà, c'est quoi la pauvreté féminisée ? Alors, merci Jean-Michel. Ce que je peux dire déjà, c'est que on a l'impression, les statistiques nous donnent l'impression que la pauvreté a un sexe, et c'est le sexe féminin. Alors, vous allez constater que 70% de la population pauvre est représentée par les femmes. Les femmes représentent 70% de la population pauvre. Et quand je dis pauvre... Vous parlez de l'Afrique, vous parlez du monde ou de la Côte d'Ivoire ? Je parle de l'Afrique. D'accord, ok. Voilà. Et quand je dis pauvre, je parle de cette population-là qui n'a pas les moyens de s'offrir un plat, plus d'un plat par jour, et qui vit avec moins d'$1 par jour. Moins de 500 francs CFA par jour. Exactement. D'accord. Quand vous prenez d'autres statistiques, même dans l'éducation, vous allez vous rendre compte que les femmes représentent la majorité de cette population qui est illettrée. Et même quand on prend d'autres statistiques dans la santé, l'infection à VIH par exemple, les femmes sont celles-là qui sont encore le plus contaminées. Ce sont des faits qui vous ont en quelque sorte révolté et exactement, poussé à passer à l'action. Exactement. Vous avez donc créé votre ONG, c'était en quelle année déjà ? En 2009. En 2009, tiens, merci pour la précision. Et comment sur le terrain vous traduisez votre engagement à combattre tous ces... à renverser cette situation ? Exactement, merci. Donc, nous avons 3 piliers sur lesquels nous nous basons. D'accord. Il faut dire que, comme on l'a dit, notre mission, c'est l'autonomisation de la femme. Et donc, pour arriver à cela, nous nous sommes donnés, on va dire, 2 grands aspects. Le premier aspect, c'est ce que j'ai appelé l'éducation transformationnelle. Donc, l'éducation transformationnelle, c'est un procédé de transmission d'informations grâce auquel les apprenants vont acquérir des compétences, des connaissances, des valeurs, une éthique qui va résulter en un changement, j'allais pas dire de comportement, mais de mentalité.
parce que c'est à là que nous voulons arriver. Il faut former les jeunes filles. Et nous avons un programme qu'on appelle Impact My Community Campaign, dans lequel nous parcourons les villes, les villages, les localités éloignées, voilà, reculées, où nous formons les jeunes filles des universités, des lycées, des collèges, des grandes écoles sur certaines thématiques. Est-ce que vous faites des autres femmes, puisqu'on parle de pauvreté qui touche près de 70% des femmes? Oui, nous étions au premier pilier. Donc, nous sommes au niveau de l'éducation, nous allons justement avec les jeunes filles qui sont lettrées. D'accord. Voilà. Et nos formations tournent autour du leadership en particulier, mais aussi des thématiques comme la gestion de la carrière, la planification, le civisme, les grossesses précoces aussi, les violences basées sur le genre. Parce que ce sont des jeunes filles qui sont dans un système éducatif qu'il faut maintenir dans le système. OK. Deuxième Et axe. dans l'autre axe, justement, c'est la création de richesses via l'entrepreneuriat. Et c'est en cela que nous encourageons, nous facilitons, nous créons des opportunités pour ces femmes-là d'avoir des activités génératrices de revenus. Et notre programme African Arts Creation, qui est dans le domaine de l'art et la culture, permet à des jeunes femmes vulnérables, je précise que la cible, ce sont les jeunes filles mères, ce sont des ex-détenues, voilà, des jeunes filles qui ont été en prison, des migrantes de retour et des filles déscolarisées, qui viennent apprendre des métiers, précisément la création d'accessoires et aussi de décoration, des items de décoration d'intérieur qui apprennent un métier d'abord, c'est ça la particularité, et qui arrivent à s'auto-suffire parce que c'est une forme d'auto-emploi. Alors, voilà, grâce aux revenus. D'accord. Toute cette formation-là, est-ce que vous la donnez sur des sites bien précis, dans certaines villes de Côte d'Ivoire? Vous avez ouvert des écoles de formation? Non, nous sommes basés à Abidjan pour le moment. Voilà. Nous n'avons pas encore cette possibilité de nous étaler un peu dans le courant, enfin dans la Côte d'Ivoire en général. D'accord. Voilà. Donc, OK, allez-y. Pour moi, la pauvreté n'a pas de sexe. Oui. Et bien d'accord. Alors, la question que je me pose, est-ce que vous, à un certain moment, à un moment donné, vous allez ouvrir votre programme en faveur des hommes? Je sais que vous êtes vraiment centré sur tout ce qui est aide des femmes et de la jeune fille, mais vu que la pauvreté n'a pas de sexe, est-ce que, à un moment donné de votre évolution, vous allez ouvrir le programme? Alors, notre mission est axée autour de la femme et de la jeune. C'est clair, c'est une vision qui est... D'abord. Non, ils ont déjà tellement Alors, de choses. Qui? Oui, mesdames, puisqu'il s'agit de vous, est-ce que vous avez une question? Moi, ce que j'allais demander à la dame, c'est tout à l'heure, en rapport avec la question de Jean-Michel, il vous a demandé, à part Abidjan, est-ce que vous avez d'autres antennes ou tout ça? Qu'est-ce qui vous empêche nous avons un bureau à Boaké, mais le projet n'est pas encore implémenté à Boaké. Qu'est-ce qui vous empêche? Quels sont les moyens dont vous aimeriez disposer? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous manque pour que cela se fasse? Bon, vraiment, il y a les finances d'abord en premier. D'accord, OK. Voilà. Pour le moment, vous tournez au carburant de vos propres ressources? Exactement. Okay. Nous avons, pour le projet African Arts Creation, qui est sur l'art et la culture, nous avons un partenaire américain. D'accord. Nous avons un partenaire américain qui est une entreprise de formation des femmes aussi en Afrique, qui nous soutient pour ce projet particulier et qui sera le relais des différentes œuvres qui seront produites à l'international, c'est-à-dire en dehors de la Côte d'Ivoire. D'accord. Vous avez été boursière du prestigieux programme américain YALI, qui avait été initié par le président Barack Obama. Est-ce que, au sortir de cette expérience, et vous installé sur le terrain en Afrique, en pleine action en faveur de ces couches de population dont vous avez parlé, est-ce que vous êtes appuyé tout de même par le gouvernement américain? Alors, le programme Impact My Community, qui est relatif à l'éducation, a été appuyé en 2017 par l'ambassade des États-Unis. Ça a été épisodique, donc depuis lors, vous n'avez plus de soutien. Voilà. OK. Allez, est-ce que vous avez un appel à lancer à tous les Ivoiriens qui nous suivent en ce moment? Alors, peut-être aux jeunes filles, ce que je peux dire, c'est qu'elles ont leur destin en main. Voilà, vous tenez le volant de votre véhicule, de votre destin. Il faut utiliser les voies qui vous semblent justes, prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà. Et le projet a ouvert à ces femmes, ces jeunes filles qui nous écoutent, qui veulent adhérer au projet, voilà, qui veulent apprendre de l'art, voilà, des accessoires africains, comment le faire, et aussi des produits agroalimentaires qui veulent aussi apprendre à transformer ces produits, peuvent joindre l'ONG. Nous avons une page Facebook, ONG Women Entrepreneurs and Leaders. Elles peuvent nous joindre à tout moment. L'ONG s'appelle WEL, W-E-L, c'est bien ça? W-E-L, qui veut dire Women Entrepreneurs and Leaders, femmes entrepreneurs et leaders en français. D'accord.
D'accord. Et votre bureau se trouve dans quelle commune de Côte d'Ivoire? Aux Deux Plateaux. Aux Deux Plateaux, c'est bien compris. Donc, une femme en difficulté quelque part dans un quartier qui veut s'autonomiser en apprenant quelque chose peut vous contacter? Peut nous contacter et passera par le processus de sélection. On peut avoir même votre naturellement. numéro de téléphone sur les différents comptes sociaux que vous avez? Oui. D'accord, c'est bien compris. Madame Ala Sandrine épouse Kouadio, merci pour ce que vous faites pour ce pays. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et bonne continuation. Salut à tous les autres membres de l'ONG. Allez, nous allons poursuivre cette émission qui n'est pas encore passée. Papa, 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 papa. Allez, docteur Philo, avec vos invités, nous allons très rapidement mentionner les innovations de l'année et puis lancer l'appel en 2 minutes aux Ivoiriens. Voilà. Ok, merci bien. Avant de passer aux innovations, je voudrais saluer le maire Jean-Paul Amétier qui s'implique vraiment dans cette organisation et le commissaire général du Popo Carnaval, M. Kakou Paul, qui est à pied d'œuvre actuellement sur le terrain pour faire l'aménagement. Il faut dire que cette année, les innovations sont majeures. Nous avons la journée du roi, nous avons la journée de la jeunesse et également la journée anniversaire qui va marquer la 40e édition du Popo Carnaval. D'accord. L'appel aux Ivoiriens pour terminer? Nous lançons un appel vibrant à tous les festivaliers de Beaunois, de la Côte d'Ivoire à venir assister du 5 au 18 avril au Popo Carnaval. Ça sera du boom. Papa! Merci beaucoup. Papa! Merci à vous, docteur Mossoun Arsène et Papa Oliao, secrétaire général du Popo Carnaval de Beaunois, et à docteur Philo qui était à vos côtés pour ambiancer. Voilà, Académie des arts martiaux chinois pour l'Afrique, merci d'avoir participé à cette émission. Les jeunes intellects émergents, vous avez un événement qui est le Festival Plakali partie 3 à l'espace Opal d'Abobo Dokui du 1er au 2 avril 2021. Comme quoi, le mois d'avril sera très animé à Abidjan. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe autour de la table, à Cassandra, merci à Andrea, à vous mon cher Science Boy, et puis à notre ami qui nous est déjà sorti. À la maison, mesdames et messieurs, à partir de demain, Caroline Da Silva, jusqu'à Papa. Prenez du bonheur. Salut.